Donc, merci d'être venu par ce temps de canicule. Mon propos, effectivement, sera sur les cavaleries médiévales, sur le pourtour méditerranéen. Mais en prenant la parole, hier, je réfléchissais et je me dis, tellement de nos jeunes collègues ont disparu très tôt. On en a une dizaine qui sont partis vers l'âge de 40, 45 ans. Et je me demande pourquoi je suis encore là. Ben, je suis encore là pour vous faire un exposé sur la cavalerie médiévale. Voilà. Donc, il y a les trois sigles que vous voyez affichés. Donc, alors, j'essaye. Sur les pas de Saint-Louis, j'en arrive pas. Voilà, ici, l'Académie des sciences et lettres de Montpellier. Et là, c'est une association de quartiers de la Grande Motte qui regroupe toute la partie est de la Grande Motte, c'est-à-dire la façade de la Grande Motte sur la Camargue gardoise. Voilà. Et c'est une association qui a 1200 adhérents, pratiquement. Et c'est dans plusieurs copropriétés adhèrent directement à l'association. Voilà. Alors pourquoi je suis là? Parce que c'est un peu mon épouse qui a choisi de résider à la Grande Motte. Et quand je suis arrivé à la retraite, elle m'a dit « Tu vas t'occuper du quartier et de la résidence parce que j'en ai assez de te voir partir. » Et donc c'est comme ça que ça a commencé. Voilà. Donc l'association Sur les pas de Saint-Louis en Baie-d'Aigues-Mortes a été créée il y a l'année du 800e anniversaire de la naissance de Saint-Louis. Et elle a pour but de restituer le passé médiéval de la Baie-d'Aigues-Mortes. Donc ça veut dire qu'on va faire un retour en arrière. Quel était le trait de côte à l'époque, ce qui s'est passé et l'importance qu'ont eu les cavaleries à l'époque pour décider des batailles et des croisades. Donc le propos va se diviser en 8 parties. Ça fait beaucoup, mais vous verrez, ça va défiler assez vite. Donc je vais commencer simplement par un petit rappel sur ce qu'est sur ce qu'est le pourtour méditerranéen, sachant que dans mes activités professionnelles, quand je suis rentré d'Asie, on a voulu me confier un autre projet sur les agrumes, sur le pourtour méditerranéen, notamment sur l'Afrique du Nord, l'Algérie, Maroc, Tunisie, l'Égypte, qui a été repris par la suite par un Belge, mais avec lequel on est quand même resté en contact. Et depuis Montpellier, ça a attiré beaucoup d'échanges scientifiques avec nos chercheurs, à la fois de Montpellier et de la station de Corse. Donc le pourtour méditerranéen, simplement une petite histoire géologique rapide. Il y a 60 millions d'années, l'ensemble de la Méditerranée s'est desséché complètement du fait de la remontée des plaques tectoniques africaines et indo-européennes. Ensuite, il y a 6 millions d'années, la Méditerranée était complètement à sec, avec des épaisseurs de sel considérables qui sont maintenant enfouies sous l'eau. Mais il y a 6 millions d'années, BP, c'est by present time, il y a eu la réouverture à Gibraltar et la mer s'est de nouveau formée sur l'ensemble du pourtour. Et un demi-million d'années, en gros, apparition des premiers hominidés. Et ensuite, juste pour le signaler, la fameuse grotte Cosquer, dont on va ouvrir un exemple à la Villa Méditerranée à Marseille, ça a ouvert il y a une semaine. Elle était accessible à l'homme à moins 30 mètres par rapport au niveau actuel de l'eau. Et donc, c'est des peintures rupestres du Solutréen, comme quoi, lorsqu'on a eu la glaciation, le niveau de la mer avait baissé de 125 mètres. Et il est remonté petit à petit. Donc actuellement, la Méditerranée et le pourtour méditerranéen que vous voyez en rouge, il y a
regroupe 540 millions d'habitants. On pense que vers 2050, il y en aura 650. Et c'est la première destination mondiale touristique avec plus de 100 millions de visiteurs à l'année. Actuellement, c'est un gros souci du GIEC. Le dernier rapport du GIEC a consacré un chapitre particulier, il y a 2 mois, sur la Méditerranée, sur les enjeux de la Méditerranée, compte tenu de l'importance, disons, des infrastructures humaines et des zones de conflit potentiels qu'on vit actuellement. Donc il y a 12 pays européens, riverains de la Méditerranée, 5 pays africains et 5 pays d'Asie. Alors, elle n'est pas complètement fermée. La Méditerranée a été ouverte artificiellement par l'homme au canal de Suez en 1869. L'impératrice Eugénie qui a inauguré l'ouverture du canal de Suez. Et ce qu'on sait moins actuellement, c'est qu'il y a le canal Don-Volga qui relie la mer d'Azov à la mer Caspienne. Ce qui donne à la Russie une profondeur stratégique. C'est-à-dire les Russes, par exemple, bombardent l'Ukraine à partir de bateaux qu'on a du mal à identifier en mer Caspienne. La mer Caspienne est une mer complètement fermée. Dans les années qui viennent, elle va baisser de 17 mètres. Le niveau va baisser de 17 mètres, alors que la Méditerranée, bien sûr, elle est ouverte au détroit de Gibraltar. Et vous avez au détroit de Gibraltar une double couche qui sort les eaux salées et froides sortent en profondeur au déchet de Gibraltar. Et en surface, vous avez un courant contraire qui rentre de l'ordre de 800 000 m3/s, qui équilibre la Méditerranée avec le niveau des océans. Alors, sur cette carte, j'ai mis une étude récente. Je ne sais pas s'il y a un vétérinaire du CIRAD ici. Alors, j'ai cru savoir qu'ils ont fait une étude de génome en extrayant de l'ADN à partir de l'émail des dents. Et ils ont cartographié le génome de 273 chevaux. Heureusement qu'on fait ça avec des machines, parce que c'est un travail considérable. Alors, le fait, pourquoi ils l'ont fait sur 273 chevaux, ils sont échelonnés entre la Méditerranée et la Mongolie, sur environ 15 000 km de trajectoire, et échelonnés entre moins 50 000 ans et 200 avant Jésus-Christ. Alors pourquoi ils ont fait ça? Ils ont trouvé que dans les Carpates, il y a eu une mutation génétique qui a donné l'origine du cheval domestique. On a domestiqué le cheval. Et ce qu'ils ont remarqué, c'est que cette mutation s'est intervenue il y a 2200 ans avant Jésus-Christ. Donc, et très vite, elle s'est répandue sur tout l'axe de la Méditerranée jusqu'en Asie. Donc, la datation du cheval domestique. Donc, le cheval domestique, il va se répandre avec la roue. Et c'est évidemment c'est un signe extérieur de richesse et d'appartenance à une élite. Les chevaux servent en temps de guerre comme en temps de paix. C'est un rôle clé qu'il va jouer, le cheval va jouer dans les conflits méditerranéens. Alexandre, évidemment, 4 siècles avant Jésus-Christ, a entraîné toute une économie liée aux chevaux, y compris, il y a eu même des modèles de bateaux à l'époque, les hypèges, pour transporter les chevaux, des bateaux spécialement étudiés. Donc, on passe de cet espace méditerranéen à l'islam médiéval et le cheval. Donc, c'est surtout en péninsule arabique qu'on a découvert des peintures rupestres du Mésolithique dans ce qu'on appelait la Felis Arabia. Et ces peintures remontent, il y en a par exemple qui remontent à 1200 avant Jésus-Christ. C'est 4 cavaliers qui, sur leur destrier, cherchent à s'emparer d'un dromadaire. Apparemment, le cheval a été domestiqué avant le dromadaire. 500 avant Jésus-Christ, le cheval est symbole de puissance et de vitesse. Donc, il est représenté à ce qu'on a appelé le galop volant, avec des personnages, et avec surtout des personnages aux longs cheveux, dont on pense qu'ils représentent la déesse Alia. Et
deux types sont représentés surtout, le cheval cabré et le cheval volant. Alors, j'ai été particulièrement sensible sur cette histoire du cheval parce que, personnellement, j'avais consulté... Les premiers agrumes ont été introduits dans le bassin méditerranéen via la culture nabatéenne. Et donc, Petra, Aigra, c'est un massif du Hedjaz où, voilà, par exemple, la représentation, j'ai appuyé un peu la représentation rupestre. C'est un cheval qui fait de taille réelle, qui fait 2 mètres de haut à peu près. Voilà. Et il y avait des ânes, mais il y avait aussi le cheval. Et donc le cheval arabe a eu des origines, disons, de cette péninsule arabique. Il s'est diversifié dans d'autres régions. Il y a eu le cheval barbe sur l'Afrique du Nord. On a eu en Europe, il y a eu également les chevaux des Vikings, on en reparlera. Dont on trouve encore la trace en Islande. Le cheval en Islande, il n'a jamais été hybridé depuis le Moyen-Âge. Donc on voit la hauteur des chevaux de l'époque. Alors arrive l'islam, donc la conquête de Mohammed, et qui laisse en 632, va être reprise par ses successeurs directs, de 632 à 634. Ensuite, donc Omar et Othman, les deux autres descendants directs. Et autre particularité, les descendants sont remplacés par les conquêtes omeyyades, des califes omeyyades de Damas, entre 661 et 750. Et vous voyez que grâce au cheval, l'islam conquérant s'est répandu dans toute la zone, dans toute la péninsule arabique, et même loin jusque vers le Pakistan et le sud de l'Espagne. Sachant que à Cordoue, le califat omeyyade s'est prolongé à Cordoue jusqu'en 1031. Et ensuite, c'est les Abbassides de Bagdad, de 750 à 1258, qui ont pris la relève. Et il y a eu aussi, ça c'est les descendants directs de Mohammed, il y a eu aussi la branche Ali qui a donné donc l'islam chiite, qui est une branche différente, qui a donné notamment les Fatimides dont on va parler. Alors avant de reparler des Fatimides, on va passer par les Normands, dont on a dit un mot tout à l'heure. L'aventure de la cavalerie médiévale en Méditerranée occidentale, du moins pour les cavaliers d'Occident, elle ne débute pas en Méditerranée, elle débute en Normandie avec la famille de Hauteville. Alors, ici est représentée la tapisserie de Bayeux. C'est une tapisserie extrêmement longue. J'ai plus la longueur, mais elle fait 300 mètres, je crois, ou quelque chose comme ça. C'est interminable, mais avec une précision extraordinaire dans le détail. Par exemple, là, il y a une inscription qui veut dire « Ici, ils extraient les chevaux des navires ». Vous voyez ? Et ils transportaient les chevaux sur les navires, et on voit que là, ils sont en train de débarquer un cheval avec un système de palans. Autre particularité qui a fait la renommée et l'efficacité de la cavalerie normande, c'est le fait qu'ils avaient une cotte de maille qui venait jusqu'au genou. Donc ils étaient protégés par une cotte de maille. Ça, c'était nouveau. Personne ne l'avait fait avant eux. Deuxième particularité, ils avaient un casque qui protégeait le nez. Et troisième particularité, ils avaient des boucliers vikings assez légers, avec du cuir bouilli, mais qui résistaient aux flèches à l'époque. Et un cadre noir qui a regardé attentivement la posture du cavalier a remarqué que le cavalier a une assiette profonde. Il est bien en avant, juste derrière l'encolure du cheval. Les étriers sont tombants.
C'est-à-dire qu'il a une excellente assiette. Il va être très difficile à déstabiliser quand il est comme ça. Et autre particularité, il a la possibilité de jouer, enfin de lancer sa flèche avec une grande puissance. Ici, en détail, la cavalerie normande, voilà, on voit les fameux casques avec protégeant le nez, la fameuse côte de maille. Tout ça est représenté sur la tapisserie de Bayeux. Donc on arrive à reconstituer. Alors on pense qu'ils ont débarqué donc c'est une tapisserie à l'aiguille, hein, scène d'une incroyable méticulosité avec laquelle les brodeuses ont représenté les chevaux. Alors, il y a plus de 200 chevaux qui sont représentés sur la tapisserie avec leur harnachement et la façon dont les chevaliers les utilisaient au Moyen-Âge. Un responsable du Cadre Noir a dit que c'était une très belle équitation avec une assiette profonde et souple, la jambe tombant sans raideur, la cuisse descendue, l'épaule souple et les rênes détendues pour que le cheval puisse, disons, avoir ses élans sans être gêné. Donc c'est dans l'ouvrage des hommes et des chevaux. Donc là, par exemple, il y a eu 550, plus de 550 chevaux qui ont été dispersés dans des grands navires. Et Guillaume le Conquérant, qui défendait son fief contre Henri Ier de France, il a attendu pratiquement 2 mois que la marée soit bonne pour traverser. C'était à un point que les chevaliers qui étaient prêts à partir étaient totalement énervés, il fallait nourrir les chevaux, mais il a trouvé le bon créneau. Les Anglais ont été occupés à guerroyer contre une invasion viking, et du coup il a pris possession d'Angleterre. Donc la famille de Hauteville le Guichard, dans le Cotentin, va s'aventurer à 2000 km de la Normandie jusqu'en Sicile, grâce à cette nouveauté qui était la côte de maille, le casque et le bouclier viking. Également la construction de châteaux à motte. Et ils vont prendre, ils ne sont pas nombreux, ils sont 3 frères, et en faisant... ils descendent jusqu'en Sicile et ils vont prendre possession de la Sicile aux Fatimides en respectant les traditions locales. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas imposer leur langue. La Sicile était déjà plutôt sous dominante de Byzance, donc il y avait le grec comme langue courante. L'arabe, évidemment, puisque ça avait été possédé par les Fatimides, et le latin comme langue le latin local. Les Normands, je pense, devaient continuer à parler leur langue normande. Et Roger II va prendre possession non seulement de la Sicile, mais de Naples et d'une partie de l'Afrique, donc qu'il reprend aux Fatimides. Et par la suite, le royaume de Sicile, on a dit c'était le royaume des 2 Siciles, c'est-à-dire c'était la Sicile en tant qu'île et le sud de l'Italie, le sud de la botte, sera donc sous l'empire de Frédéric II, qui était dont la mère était d'origine normande. Donc il y a, pour ceux qui sont allés en Sicile, il y a quand même des vestiges absolument extraordinaires. Une plus belle basilique byzantine, c'est la basilique de Montereale, derrière Palerme, qui est magnifique. Il y a des palais, il y a encore des palais de l'époque construits par les Normands. Il y a également une tradition normande, c'est-à-dire il y a un jeu de rôle avec des marionnettes ce sont des marionnettes de la taille, presque de la taille réelle, des chevaliers normands, la geste des chevaliers normands qui prenant possession de la Sicile. Donc voilà pour la Sicile, qui est, si vous voulez, tout ce qui a été fait à ce moment-là en Normandie, en Sicile par les Normands, au niveau du cheval. Ils ont fait des hybridations entre le cheval arabe et le cheval normand, et ils ont développé
des nouveaux chevaux aptes au combat de cavalerie légère. Alors, avant d'en arriver au combat de cavalerie légère et aux croisades, quelques mots quand même sur les pèlerinages au Moyen Âge. Au Moyen Âge, là nous sommes donc l'Orient chrétien, l'Occident chrétien, chrétienté orientale, Constantinople donc, et byzantine, et donc le monde arabe. À l'époque, Tolède était la limite. Alors, à cette époque-là, si vous voulez, la croyance est importante, non seulement en Occident, chez les chrétiens, mais également chez les musulmans. C'est-à-dire que Jérusalem, de toute façon, a toujours été un lieu de pèlerinage dès le IVe siècle. C'est-à-dire dès que l'empereur Constantin s'est converti au christianisme, il y a eu des pèlerinages jusqu'à Jérusalem. Et d'ailleurs, son épouse a fait construire une des magnifiques basiliques, la basilique du Saint-Sépulcre. Donc ça, c'était de tradition. Alors, bien sûr, c'était également le pèlerinage pour les Juifs, puisque c'est l'endroit du temple pour les Juifs. Hein, mais ce qui s'est passé aussi, c'est que Jérusalem a été un lieu de pèlerinage de l'islam, parce que ça a été un haut lieu d'inspiration religieuse pour le prophète Mohammed. C'est comme ça. Donc, ils ont aussi leur pèlerinage. Alors, il s'est passé la chose suivante. L'islam arrive. Et c'est, dans un premier temps, ce sont des Fatimides du Caire qui vont prendre possession de Jérusalem. Et ils donnent l'autorisation que les cultes cohabitent. C'est-à-dire aussi bien les juifs que les chrétiens peuvent faire leur dévotion et venir en pèlerinage. Et donc on a les trois religions monothéistes qui sont regroupées. Sauf que le problème, pour les chrétiens venant d'Occident, ils étaient obligés de passer par l'Anatolie, et ça faisait des distances importantes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le pèlerin est une personne vulnérable, parce qu'il part sans armes, avec une bure, et simplement, il va demander l'aumône, et on est obligé de le respecter, que ce soit en islam ou en chrétienté, c'est pareil. Donc, le problème, c'est que avec la fermeture, les Seldjoukides vont prendre possession de l'Empire byzantin, vont grignoter jusqu'à Constantinople, et ils coupent la route des pèlerins. Alors donc, les pèlerins qui avaient l'habitude d'aller à Chartres, au Camadour, c'était une activité importante. D'ailleurs, Saint-Louis a passé son temps à cheval, pratiquement la moitié de sa vie. Il a fait tous les pèlerinages, et il a décidé un jour de faire le pèlerinage à Jérusalem. On verra tout à l'heure. Donc, à partir de là, il a fallu protéger les pèlerins. Et c'est là que se sont développées les croisades et le djihad. C'est des ordres de la chevalerie en système musulman. Il y a eu le système mamelouk qui s'est mis en place. Les ordres de la chevalerie, chez nous, on prenait les jeunes chevaliers qui étaient habilités à être adoubés chevaliers. Mais les mamelouks, eux, ils allaient chercher des jeunes enfants dans les Carpates. Et ils renouvelaient en permanence. Ils étaient élevés dans l'islam et dans le cheval. Et ils étaient élevés pour faire des cavaliers mamelouks. Donc, simplement pour mémoire, les croisades ont démarré avec la première croisade de 1095 de Pierre l'Ermite et Gauthier Zanzavoir. Ils ont mis 4 ans pour aller jusqu'à Jérusalem. Mais il n'y en a pas beaucoup qui sont arrivés parce que il a fallu les protéger contre les agressions seldjoukides. Alors Saint Bernard a mis en place une théorie en disant que pour les chevaliers, les ordres de la chevalerie, quand ils guerroyaient, ils tuaient non pas la personne, mais le mal qui est dans la personne. Il y avait un système assez compliqué d'interprétation théologique. C'est comme ça que ça se passait. Alors, tout ça fait que pour ces croisades, il faut un cheval spécifique.
un cheval qui va tenir le combat, c'est le destrier. Donc c'est le cheval qui va à la bataille. Au départ, il est utilisé pour les tournois, mais après, on va le former à la bataille. Donc ce sera le cheval des croisades. Son nom lui vient du fait que l'écuyer, pour le conduire, se tenait à droite. Normalement, un cheval, on vient par la gauche, mais là, on le tenait à droite. C'est un cheval robuste, il a de forts antérieurs, car il a le poids du cavalier, plus une cinquantaine de kilos d'équipement, puisqu'il y a quand même l'armure du cavalier, et lui-même, il est protégé par une protection de cuir bouilli. Il doit être endurant, car les combats pourraient durer de nombreuses heures, avec des charges à grande vitesse. Il mesure 1,5 m au garrot, parce que le chevalier, s'il est désarçonné, il faut qu'il puisse remonter tout seul. Normalement, il y a le valet qui est là, mais s'il est en bataille, il faut qu'il se débrouille tout seul. Alors là, j'ai pris l'exemple dans les ordres militaires, si vous voulez. Il y a deux exemples. C'est le fameux combat entre Richard Cœur de Lion et Saladin. Alors, c'était lors de la deuxième croisade. Et ils se sont rencontrés en combat singulier. Mais ça se passait avec de la chevalerie, aussi bien côté islam que côté chrétien. C'est-à-dire que là, par exemple, avec sa lance, on voit déjà la différence de cheval. Ici, on a un cheval un peu plus robuste, contrairement au cheval arabe qui est plus fin. Le cavalier médiéval, le cavalier occidental, il est caparaçonné, et quand il arrive dans le climat plus chaud, il va transpirer. Le cheval aussi, il faudra le faire boire, etc. Le cheval arabe, il est monté avec des habits beaucoup plus légers. C'est la rapidité. On peut prendre à revers par des contournements. Et dans le combat singulier qui a eu lieu entre Richard Cœur de Lion et Saladin, Saladin a été déstabilisé et tombé à terre. Mais il ne l'a pas tué, et il l'a salué, et il s'est remis en place. Moyennant quoi, Saladin a accordé l'accès des pèlerins chrétiens à Jérusalem, qui avait été coupé. Donc on discutait. Ça a été même plus loin, parce qu'on a failli marier un frère de Saladin avec une princesse chrétienne appartenant, qui était cousine de Richard Cœur de Lion. Vous voyez que ça allait assez loin. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que Saladin était d'origine kurde. Après, ça va se gâter, parce qu'après, on va avoir en Orient, si vous voulez, ça a été un chaudron, il y a toujours eu des invasions. Les Kurdes ont été remplacés à un moment donné par des Seldjoukides. On verra ça tout à l'heure. Alors la 7e croisade. Donc la 7e croisade, donc elle est partie d'Aigues-Mortes. Là, on revient plus directement chez nous. La fiche d'identité de Saint-Louis. Donc c'était... donc il a été couronné roi à 12 ans, parce qu'il n'a pratiquement pas connu son père. Son père est décédé très jeune, et il a connu beaucoup plus son grand-père, Philippe Auguste, que son père. Et sa mère, Blanche de Castille, donc était originaire du royaume de Castille. Il a eu 36 ans de règne, 8 ans de régence, pendant cette régence, Blanche de Castille a veillé à sa formation. Et il a été canonisé en 1297, proclamé roi Rex Christianissimus. Là, il avait une sorte de rictus. Cette statue a été réalisée 10 ans après le décès de Saint-Louis, à Mandeville, une petite église de Mandeville. Et certainement que le sculpteur a gardé cette expression, parce que, vous voyez, il a un petit sourire narquois sur sa propre personne. Il avait tendance à se moquer un peu de lui-même, alors que c'était un personnage tout à fait remarquable, comme on va le voir. Donc, là, nous sommes sur son arbre géologique. Ici, le fameux Philippe Auguste, son grand-père, qui était lui-même descendant de Henri Ier de France, lequel avait été marié à Anne de Kiev.
Et la mère, ça c'est du côté paternel. Et du côté maternel, la mère de l'aïeule de Blanche, c'était Aliénor d'Aquitaine. Une femme qui a vécu jusqu'à 82 ans. Elle avait été mariée en première noces au roi de France. Elle avait demandé à ce que son mariage soit annulé, ce qu'elle a obtenu. Elle s'est remariée avec le roi d'Angleterre. Et de ce fait, elle avait la possession de l'Aquitaine. De ce fait, l'Aquitaine est devenue anglaise. Et alors, à 81 ans, 82 ans, elle est repartie à cheval depuis Bordeaux jusqu'en Castille pour aller choisir celle qui va être l'épouse de Louis VIII, donc la mère de Louis IX. Donc, elle a eu une influence très importante sur sa descendance. Et elle a eu, Blanche de Castille, elle a eu à peu près une dizaine d'enfants. Et Louis IX avait notamment ses 3 frères qui lui ont posé pas mal de problèmes. On va le voir. Lui-même, il s'est marié avec Marguerite de Provence. Là, donc Louis IX a été adoubé chevalier, de remise de l'épée, féodalité inspirée des pratiques romaines. Le chevalier est un vassal, il s'engage à servir son suzerain envers et contre tout. Ça, c'est la cérémonie d'adoubement qui a été de Louis IX à Soissons à l'âge de 12 ans. Alors, un des hauts faits des hauts faits d'armes de Louis IX, ça c'était extraordinaire. C'était quand même, il était très très grand. Il mesurait un bon 1,80 m et il avait été bien sûr entraîné dans les arts de la chevalerie. Et pour reconquérir, disons, ces terres d'Anjou, il s'est trouvé face à l'armée anglaise à Taillebourg, sur la Charente. Et il est parti, il y a eu une hésitation du côté anglais. Et d'un seul coup, il est parti en tête devant une dizaine de ses meilleurs chevaliers. Et il a traversé le fameux pont de Taillebourg pour bousculer les Anglais. Et ça a été son haut fait d'armes. Donc, c'était en 1242. À la tête de 8000 de ces 8000 meilleurs chevaliers qu'il a bousculé les Anglais, qui sont repartis. Ils avaient débarqué pour venir reprendre possession. Et voilà, ça a été son haut fait d'armes. De ce fait, il a eu le comté de Toulouse, plus, disons, une partie de la Provence et d'Aigues-Mortes. Alors, ce qui se passe, c'est que pendant ce temps-là, à Jérusalem, il y a à nouveau les Seldjoukides qui reprennent possession de Jérusalem. Et l'accord qui avait été conclu avec les chrétiens pour faire les pèlerinages est rompu. Donc c'est décembre 1944. Et c'est à ce moment-là que Louis IX est très malade. Et il décide, s'il en réchappe, d'aller en pèlerinage. Alors il en réchappe et en 1245, il va acheter les reliques de la Passion. L'empereur de Byzance est complètement désargenté. Il est face aux troupes de Seldjoukides, turcs, qui devant Constantinople. Et donc il vend une partie de la croix, la couronne d'épines, etc. Et tout ça est acheté par un marchand vénitien auquel va s'adresser Saint-Louis pour racheter toutes ces reliques. Ce qui donne au roi un pouvoir important. Il est pratiquement l'équivalent du pape. Et donc, il fait consacrer la Sainte-Chapelle en 1248 pour abriter ces reliques. Et en même temps, il fait construire un môle à Aigues-Mortes pour embarquer à Aigues-Mortes en 1248. Oui, 1800. Exact. Merci. Voilà la Sainte-Chapelle, très, très schématique. Donc, à partir du moment où il va requérir ces reliques, il va sublimer par la construction d'un écrin exceptionnel, celui de la Sainte-Chapelle avec les vitraux tout à fait extraordinaires. Alors donc, il va partir, il va mobiliser 2500 chevaliers, autant d'écuyers et de valets d'armes,
5 000 arbalétriers, 10 000 fantassins, soit au total 20 000 hommes. Voilà. Alors, je suis allé personnellement à Gênes parce qu'il fallait embarquer tout ce monde-là en bateau. Ça n'a pas été une mince affaire. Et donc, il y a eu une commande de Louis IX au Podestat de Gênes pour 30 nefs. Alors, évidemment, c'est un parchemin fait à peu près pratiquement 1,50 m par 1 mètre, écrit en écriture de l'époque. Il a fallu faire la transcription, puis la traduction. Alors, il n'y avait aucun plan, mais c'était très détaillé ce qu'il voulait. Il fait ce qui va lui permettre, les Génois vont lui construire une trentaine de grandes nefs. On va voir comment ça se passait dans les nefs, pour projeter une escadre sur 3500 km. Et ça sera, disons, un succès logistique incontestable. Après, ça se gâtera. Donc, si vous voulez, d'Aigues-Mortes, la 7e croisade va se diriger, plutôt que d'aller directement à Jérusalem, se dirige d'abord vers Damiette, parce que les croisés avaient peur d'être pris à revers depuis Mansoura et le Caire. Donc ils ont dit on va régler le problème en Égypte et après seulement on va. Mais ça s'est mal passé pour eux. Donc voilà les fameuses nefs. Donc la construction des grandes nefs, on pouvait héberger jusqu'à 500 hommes et une centaine de chevaux dans une nef. Donc, c'est des tailles de navires encore jamais égalées pour l'époque. Donc, elles font pratiquement une quarantaine de mètres de long sur 15 mètres de large. Et il y avait des ponts, des superstructures, 4e et 5e pont. Donc, au total, il y a une partie des nefs qui sont parties de Marseille, mais la plupart sont partis d'Aigues-Mortes. Alors, ça pose un problème, parce que la côte n'est pas équipée ici. Voilà une reconstitution de la côte à l'époque médiévale, au XIIe siècle. C'est-à-dire qu'ici, vous avez la côte actuelle, avec les spiguettes, là. Voilà. Donc ici, ça a érodé. On a les fameux cordons dunaires qui ont été... Le Rhône se jetait, c'était la bouche occidentale du Rhône à l'époque. Là, on voit encore le Vistre et le Vidourle qui ont repris un peu les chenaux du Rhône. Et donc, plutôt que de faire la ville directement sur la côte, on va la mettre à l'intérieur, parce qu'on avait peur quand même des agressions venant de la mer. Et il fallait traverser un cordon dunaire, donc ils vont creuser le canal Vielle. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que lorsque la Grande Motte se situe donc ici, lorsque la Grande Motte a été construite, on a creusé l'étang du Ponant, ce qui a redonné un peu la configuration de la côte à la période médiévale. Et tous les sédiments qui ont été récupérés, étaient des sédiments sableux de bonne qualité, ont été répandus sur le socle urbain de la Grande Motte, qui était en gros à 0,7 NGF. On l'a amené à 2 mètres NGF. Et alors, il est probable, pour que les nefs puissent être chargées, elles calaient à peu près entre 4 et 5 mètres de profondeur. C'est-à-dire que c'était extrêmement dangereux. Les nefs, à l'époque, il n'y avait pas de gouvernail. Ils sont partis, ils n'avaient pas de gouvernail, il n'y avait pas de boussole. Quand on perdait sa route, on faisait des prières, on faisait des processions autour du bateau, et puis on essayait de retrouver sa route. On essayait de ne pas aller trop loin au large, et surtout, on naviguait qu'en plein été. Pas du tout de navigation en dehors du plein été. Tout ça pour dire que il est probable que les nefs... Alors, la nef, pour être chargée, elle a ce qu'on appelle une barque de cantier. C'est une barque de service, c'est une barque à fond plat qui peut faire des allers-retours pour charger et décharger. C'est-à-dire, elle peut prendre 4 chevaux ou une trentaine d'hommes.
Donc, dans la commande du roi au podestat de Gênes, chaque nef devait avoir sa barque de cantier. Elle était elle-même avec une voile. Elle pouvait prendre 6 rameurs, éventuellement. On pouvait la faire naviguer à la partègue. Et lorsque la nef partait, elle l'accompagnait jusqu'au bout de la Méditerranée, derrière la nef, qui servait éventuellement de prison. S'il y avait des mutins, on les mettait dans la barque de cantier. Et voilà comment ça se passait. Et quand on débarquait là-bas, comme on ne savait pas que ça allait se passer, c'était également le delta du Nil, et bien même problème, on utilisait la barque pour le débarquement. Voilà. Ici, il est probable que les bateaux sont restés... Alors là, on a une faille géologique. Ce qui est, pour ceux qui connaissent, c'est le pont des Abîmes. Ça s'appelle les Abîmes. C'est une faille géologique avec une résurgence d'eau douce. Il y a eu souvent des noyades, là. Donc, je pense que ça, c'est Alain Lomère, géologue, qui a reconstitué la baie à l'époque du XIIe siècle. Voilà comment ça se passait. Là, par exemple, quand on a eu la grande crue du Vidourle en 2002, ici, vous avez la tour Carbonnière, et vous voyez que toute la zone est inondée. Et il y a seulement ce fameux îlot de Psalmodie, qui est une formation géologique particulière. C'est là que les moines s'étaient installés depuis le IXe siècle. Et ils avaient pris possession à la fois des étangs, parce que c'était des terres il y avait de la pêche, il y avait beaucoup de production locale. Et donc, ils ont concédé une partie de leur terrain à Louis IX pour qu'il puisse construire la citadelle d'Aigues-Mortes. Alors, justement, l'année d'après, ça c'est une photo aérienne qu'on a prise avec les habits riverains du Ponant. Ici, on voit ce qui reste du canal Vielle, ici. Le Vidourle endigué, qui a été endigué. Avant, il se jetait dans l'étang de l'Or. Ça, c'est la 4 voies. Ici, ça s'appelle Port-Louis. C'était l'avant-port d'Aigues-Mortes à l'époque médiévale. C'est maintenant propriété du Grand Chaumont et du Petit Chaumont. Et ce qu'on a trouvé, c'est des traces géométriques. Et on s'est demandé s'il n'y avait pas un môle. Mais en fait, c'était un artefact. On a essayé de faire une prospection. Ça n'a pas débouché. Actuellement, ce qu'on sait, c'est qu'il y a une barque qui est plantée ici et on essaye d'avoir les autorisations de prospection. C'est pas facile à obtenir pour savoir si c'est une barque médiévale ou d'une autre époque. Alors, voilà, pour terminer, je rappellerai 2 épisodes assez dramatiques. Donc, l'épisode de la cavalerie mongole. Alors, on est donc au XIIe siècle. Saint-Louis échoue. Je zappe sur ce qu'il a fait. Il a donc été battu au conflit de la Mansoura. Toute sa chevalerie a été décimée par Baïbar, le sultan seldjoukide qui avait pris le pouvoir au Caire. Et du coup, il est allé en Terre Sainte pendant 5 ans et il a conforté les places fortes des États latins sur la Palestine. Sa mère étant décédée, il rentre et il s'occupe de son royaume. Entre-temps, dans le fameux chaudron du Moyen-Orient, on a eu donc les Mongols qui ont débarqué et qui ont pris possession de Bagdad. Ils ont mis Bagdad à sac, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés avec des chevaux qui étaient particuliers. Ils avaient le torse un peu en forme de tonneau, des antérieurs assez courts, et contrairement aux chevaux arabes, ils pouvaient traverser des steppes sur de longues durées. Ils étaient très robustes. Et alors, ils avaient la particularité aussi, c'est qu'ils étaient chrétiens nestoriens, supposés, chrétiens nestoriens. Comme Saint-Louis avait un revers terrible en 1248 avec sa 7e croisade, il a envoyé des
des jésuites. Non, c'était des franciscains. Les jésuites, ça c'est venu après. Il a envoyé des franciscains pour négocier avec l'empereur mongol, pour dire si vous voulez faire alliance. Et il dit si vous me donnez des bateaux, il a envoyé un émissaire à Louis IX, si vous me donnez des bateaux, je vous garantis que vous pourrez venir refaire votre pèlerinage à Jérusalem et qu'on va régler le problème de Jérusalem. Bon, ça, c'était des promesses un peu en l'air, parce que après Bagdad, ils ont essayé de prendre Damas, mais là, le sultan du Caire, Baïbar, donc d'origine seldjoukide, d'origine kurde, l'a coincé dans un défilé et il a complètement massacré l'armée mongole. Alors, par contre, ce qui est assez incroyable, c'est le sort qui avait été réservé à Bagdad. Quand ils sont arrivés à Bagdad, ils ont mis à sac la ville et ils ont vidé, massacré, et une bibliothèque magnifique qui a été balancée dans le Tigre, à tel point que les historiens disent que l'encre avait coloré le fleuve avec l'encre des manuscrits. Vous voyez ce qu'on a perdu. Et à titre d'exemple, ils ont pris le sultan, ils l'ont enroulé dans un tapis et ils ont fait passer 5 ou 6 escadrons de chevaux pour l'écrabouiller, de façon à démontrer à la population que quiconque porterait atteinte à l'empereur subirait le même sort. Alors la 8e croisade, comment se fait-il que Louis IX, qui avait déjà été battu à la 7e croisade, que ça s'était très mal terminé, reprend la 8e croisade alors qu'il était malade, etc. Eh bien parce qu'il avait eu des promesses de l'empereur mongol. Donc il espérait reprendre, et tous ses conseillers lui avaient dit de ne pas suivre. Alors ça s'est très mal terminé pour la 8e croisade, parce que Charles d'Anjou, un frère cadet de Louis IX, qui était un ambitieux, il était roi de Sicile à l'époque, il voulait avoir le Saint-Empire germanique, et il voulait faire payer un tribut au sultan de Tunis. Alors il a fait arrêter la croisade à Tunis, et du coup on dit on va prendre possession de Tunis. Alors, bon, je passe rapidement. Et ce qui se passe, c'est que, en 1270, ils sont arrivés trop tard. Charles d'Anjou, qui était pourtant juste en face, il a eu 2 mois de retard. Et ça a été très néfaste pour la suite des opérations. Donc, ils prennent possession de Tunis. C'était des combats très, très sanglants. Bon, pas très décisif, mais finalement, le sultan paye un tribut, mais on est déjà au mois de décembre, quasiment. Et à ce moment-là, au lieu que les combats se tiennent plutôt en été, on traîne, et Louis IX décède. Sa dépouille est déposée à la basilique de Montréal, la cathédrale la plus proche, et ensuite rapatriée sur la France. Ce qui se passe aussi, c'est que la flotte qui devait partir jusqu'à Mansoura, jusqu'en Égypte, dit on va regrouper la flotte en Sicile, à Trapani, c'est la pointe ouest de la Sicile. On regroupe la flotte. Donc la nef royale arrive en premier, on est en décembre, et le gros de la troupe arrive par la suite. Il y avait une trentaine de nefs. Et arrive une tempête phénoménale, et la totalité des 30 nefs a sombré corps et biens devant Trapani. Et il y a eu récemment, il y a une dizaine d'années, tout un travail de savoir à quel endroit a eu lieu le naufrage. Alors, ces bateaux, contrairement aux bateaux romains, quand vous aviez un bateau romain qui sombre, il avait des amphores, toute la coque est protégée, et dessus, vous avez les amphores. Le bateau du Moyen-Âge, qu'est-ce qui vous reste? Ils sont entièrement en bois. Il n'y a plus d'amphores, c'est des tonneaux. C'est-à-dire, quand la tempête va fracasser ces navires sur la côte, il ne reste que des morceaux de bois.
Il y a une seule chose qui reste, c'est les ancres. Parce que ces nefs étaient tellement énormes qu'elles avaient des ancres de 2 tonnes. Donc, on a cherché les ancres et on les a retrouvées. Enfin, certaines. Voilà. Donc, voilà le fameux naufrage de Trapani dans la nuit du 15 au 16 novembre 1270. 40 navires qui ont sombré corps et biens. Donc, je reviens sur la Grande Motte. On a eu un ingénieur extraordinaire, Roger Vian. Roger Vian était ingénieur des ponts et chaussées, polytechnicien ingénieur des ponts et chaussées. C'est lui qui a imaginé l'aménagement de l'étang du Ponant. Ici, vous avez le Vidourle qui se jetait au Grau du Roi avec des inondations très régulières qui dévastaient le Grau du Roi. Et donc là, c'est la fameuse passe des Abîmes qu'on voit ici. Vous voyez, et la Grande Motte n'est pas encore construite. Et en 1954, il y a eu une crue, la digue du Vidourle a été emportée, toute cette zone a été inondée. Et là, on a la trace de la passe des Abîmes qui s'était reconstituée. L'essentiel de la crue s'est évacué à la passe des Abîmes. Donc, et ici, vous voyez que le Grau du Roi, à l'époque, Port-Camargue n'existait pas. Il y avait des flèches de sable qui se formaient et qui sont actuellement en train de se former parce qu'on a une érosion très importante sur les spiguettes qui apportent du sable. Donc, on continue à faire un chemin de mémoire qu'on va essayer de mettre en place avec des bornes et des systèmes QR code où on pourra avoir des informations et des informations sur la période médiévale, ce qui s'est passé et les traces résiduelles des croisades. Voilà. Donc, notre association sur les pas de Saint-Louis en Baie-des-Mortes s'oriente à la fois sur des observations hydrologiques sur les temps, sous l'égide de l'association des Amis riverains du Ponant et également avec l'Académie des sciences et lettres de Montpellier. Merci de votre attention. Donc en fait la domestication du cheval vers 2000 ans avant Jésus-Christ. Bah oui, c'est ce que dit cette dernière étude que j'ai trouvée sur Internet, mais j'ai pas eu l'occasion d'en discuter avec un chercheur cyradien. J'aimerais savoir ce qu'il en... Enfin, ce que... Donc, là où je m'interroge, c'est est-ce que, par exemple, en Chine, donc, le cheval n'était pas domestiqué bien avant, éventuellement? Alors, la question peut être posée. En tout cas, je crois, est-ce qu'ils sont allés jusqu'en Chine? Je sais qu'ils sont allés jusqu'en Mongolie. Oui. Est-ce qu'ils ont fait... Alors, la Chine, de toute façon, tout ce qui se passe en Chine, c'est eux qui ont été les premiers avant nous. Hein. Oui. Alors, si on pose la question aux Chinois, ils vont trouver qu'ils ont domestiqué avant nous. Non, mais parce que 2000 ans, en fait, ça fait... Ça fait pas beaucoup. Ça fait pas énorme, parce que si avant, donc, il n'y avait pas de cavalerie... Ah non, parce que là, à 2000 ans, on est sur le néolithique. Comment dire, les groupes humains n'étaient pas constitués pour former des batailles rangées, etc. Vous voyez. Donc maintenant, c'est vrai que pour mettre des chevaux comme ça, là, j'ai pas fait les coupes, hein, oui. Mais chaque cheval avait son écuyer et dans les nefs, il fallait quand même sortir le purin, etc. Et l'écuyer devait dormir au pied du cheval, hein, parce que avec les tangages, ce que j'ai pas mis, c'est que chaque cheval était soulevé avec une sous-ventrière, parce que le problème, il fallait débarquer. Et il fallait donc avoir à peu près 1 mois et demi à 2 mois de fourrage, de réserve d'eau, etc. Et il fallait on les soulevait juste un petit peu au-dessus du plancher et on fouettait pour qu'ils galopent dans le vide, de façon à ce qu'ils ne soient pas engourdis. Et s'il y avait du tangage,
eh ben, ils auraient pu se briser leurs membres. Hein. Donc, et c'est pour ça que cette expédition de cheval, elle est absolument extraordinaire. Il y a plein d'énigmes qu'on n'a pas résolues. Parce qu'on a beau avoir le texte pour savoir ce qu'il fallait, mais on ne sait pas exactement comment ils ont mis en œuvre. Par exemple, il y a l'histoire des nefs huissières, soi-disant que la barque de Cantier s'approchait de la nef et il y avait une porte qui s'ouvrait pour le faire monter le cheval. Mais après, on calfatait, puisqu'on aurait pu être sous la ligne de flottaison. Mais on n'est pas certain. Il y a eu certaines galères qui ont été équipées comme ça, mais les grandes nefs, c'est pas sûr. On se demande s'ils n'ont pas soulevé chaque cheval individuel par des palans, avec des cages à écureuils. On ne sait pas comment ils ont fait. Ouais. Et ce qu'il y a, c'est qu'on n'a pas de traces, aucun naufrage ne peut nous donner. On a simplement une idée de la taille, mais on n'a pas d'épave de cette époque. Et puis, en fait, au niveau de l'histoire aussi, vous parlez en fait de la conquête en fait, de la Méditerranée. Oui. Je ne sais pas comment se situe, en fait, si vous voulez, à un moment, le royaume de Majorque, qui a existé, donc, pays catalan, a quand même dominé aussi une bonne partie de la Méditerranée, en particulier donc, la Sardaigne, tout à fait, une partie de la Sicile, et même une partie de la Grèce. Donc, et par rapport à l'époque que vous situez, ça se situe... peut-être un peu plus tard. Je sais. Eh bien, si vous voulez, c'est ce qu'on a appelé la 9e croisade. Oui. Philippe le Hardi, qui est parti d'Aigues-Mortes contre les Catalans. Et ça s'est mal terminé pour lui. Il est décédé en cours de conflit. Et ça a été une déroute totale de la flotte française. Mais les Catalans, c'est sûr qu'ils ont dominé une partie de la Méditerranée. Là, ça s'est terminé assez vite, en fait. Dommage pour les Catalans, dont je suis. Donc. Mais bon, voilà, donc, puisque en fait, ils ont eu 3 rois, puis ensuite après, ils sont mariés avec le roi d'Espagne, et puis après, c'est le royaume catalan. Ils ont pris possession de la Sicile, parce que la Sicile était revenue au frère de Louis IX, Alphonse, qui s'est très mal comporté en Sicile. Il y a eu ce qu'on a appelé les vêpres siciliennes, c'est-à-dire qu'il y a eu le massacre des Français. Il y a une seule famille, la famille des Porcelets, qui était originaire de Camargue, qui était l'intendant du roi de Sicile et qui a sauvé sa peau parce qu'il était très bien avec les Siciliens. Mais sinon, ça s'est mal passé pour les Français en Sicile. En dépit du fait que la Sicile a gardé cette tradition de la geste chevaleresque normande. C'est curieux, mais c'est comme ça. Ouais. Alors, pour revenir à la Catalogne, j'ai dit qu'on n'a pas d'épave. Il y a une épave du XIIIe siècle au musée maritime de Barcelone. On doit aller la visiter pour savoir comment ils ont fait l'assemblage des planches. Est-ce que c'est des clous, etc. C'est une des très très rares épaves médiévales de cette époque. C'est début 14e. Oui. Un petit commentaire par rapport à ce que vous venez de dire. Dans l'ouvrage que vous connaissez peut-être, justement dédié à la Barcelone du XIVe siècle, qui s'appelle La cathédrale de la mer, écrit en 2006 par un certain Ildefonse, je ne sais plus comment. C'est très intéressant. On y cite ces travaux de calfatage, on dit calfatage des bateaux. Oui, voilà. Oui. Et que c'était un travail qui était très minutieux et c'était le seul travail qui n'était pas payé à la tâche, qui était surveillé, etc. Il fallait prendre le temps qu'il est nécessaire pour en assurer que la perfection et donc l'étanchéité des bateaux. Ouais. À ce moment-là, Barcelone aussi avait des problèmes comme ce que vous avez retracé. À une époque plus lointaine, Barcelone avait un port. Et à cette époque-là, c'était envahi par les sédiments. Il n'y avait plus de port. Et donc, tout le trafic de marchandises, qui était très intense, se faisait à travers des barques de Cantier. Oui. Voilà, c'est ça. Oui, d'accord.
J'aurais une autre question, puisque j'ai le micro. Pour un cheval, il y avait donc 3 personnes mobilisées. Le chevalier, oui, les 2 écuyers, le valet d'armes. Le valet d'armes et écuyer, ça vaut palefrenier? Oui, c'est le palefrenier. Il s'occupe du palefrenier, parce qu'écuyer, moi je pensais que celui qui s'occupait de l'armement, justement, le valet d'armes. Alors il avait, si vous voulez, il y avait le destrier et 1 ou 2 mules avec. Parce qu'il y avait quand même tout l'équipement qu'il fallait embarquer. Alors là, par exemple, il y avait toujours un accompagnement. Le chevalier en armes avec son armure, il lui fallait, quand il se déplaçait sur de longues distances, il lui fallait un mulet, au moins 2 mulets si possible, et un écuyer et 2 autres personnes. Waouh! Ah ouais. Et l'alimentation de tous ces chevaux? Eh bien, l'alimentation, dans le texte, c'est marqué, il faut tant de fourrage, tant d'eau. Il y avait des énormes... Alors, le problème, ces nefs, elles étaient énormes. Et comme j'ai dit, elles n'avaient pas de gouvernail. Il y avait simplement 2 grandes rames à l'arrière et 2 voiles latines. Il n'y avait pas de voile romaine, c'était 2 voiles latines. Quand elles sont vides, donc elles sont construites à Gênes. Les Génois n'avaient jamais construit de bateau comme ça. C'est la première fois qu'ils ont construit des bateaux aussi grands. Mais il a fallu les amener de Gênes à Aigues-Mortes pour les remplir. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé à Aigues-Mortes sous les remparts, récemment? On a trouvé des énormes rochers de cette taille-là, à peu près. Que si vous allez dans la cour du gouverneur, vous allez les trouver, on en a mis à peu près une quinzaine. Et ça lestait la nef. Et alors, on s'est demandé, on a fait appel à des géologues en disant, cette roche, elle vient d'où? Où est-ce qu'on trouve cette roche? Alors, il y en a qui ont dit, on la trouve dans une région de France, je ne sais plus trop où. Mais en fait, c'est exactement la roche qu'on a à Gênes. Si vous allez à Gênes, vous avez la montagne est juste derrière, et vous avez des énormes galets qui sont là, et ils les ont remplis, et ça a servi de soubassement au rempart d'Aigues-Mortes. Donc on a la preuve que... et ensuite, ils chargeaient le foin, l'eau, il est donné la quantité d'eau qu'il faut pour les chevaux, pour les hommes. Il y avait le vin, la nourriture, les salaisons. Il fallait nourrir tout ce monde-là. Est-ce qu'il y avait de l'avoine? Oh, certainement, il y avait de l'avoine, certainement. Mais on leur donnait... Le cheval, on lui donnait de l'avoine avant de faire le combat. C'est-à-dire que quand on dit domestiquer un cheval, c'est-à-dire qu'il est à l'ordre du cavalier. Le cavalier donne son ordre, et quand il dit « on charge », le cheval sait qu'il va être tué, probablement, parce qu'il va être tué avec son cavalier. Ils partent tous les deux. C'est une espèce de symbiose qui se fait entre le cheval et le cavalier. C'était sérieux. La chevalerie, c'était pas de la rigolade. Hein, comme... Est-ce qu'on a une idée de l'économie de ce troupeau finalement guerrier? C'est une arme. Le cheval, c'est une arme. Ouais. Mais comment ça se négociait? Comment ça s'achetait? Qui pouvait accéder à ce... Uniquement la noblesse? Est-ce qu'il y avait des... Alors, si vous voulez, c'est échanges? L'ordre des Templiers. Alors, les Templiers, dans notre région, pour répondre de façon très précise, comment ça se passait? Eh bien, les destriers étaient élevés à la couvertoirade, sur le Larzac, et ensuite, on les descendait. Alors, la couvertoirade, ça permettait d'avoir des boutons, de la laine, etc., les salines se sont développées à ce moment-là parce qu'il fallait du sel, on n'avait pas de réfrigération, donc tout ce qui était viande, on faisait des salaisons. Et en plus, vous avez sur la zone d'Aigues-Mortes, il y a un endroit qu'on appelle l'Istel. Mais en fait, c'était l'île de Stel. C'est-à-dire que ces chevaux, on les mettait en pâture sur des îles, on les descendait, et le temps que les bateaux arrivent, les recharger, ils étaient là, tranquilles, en pâture, et ils étaient prêts à être expédiés. Et là, c'était tout un système qui a été mis en place par les Templiers. Voilà. Avec, donc, ils apportaient pas seulement les chevaux, parce qu'il fallait
là, le cheval de Camargue n'est pas intervenu. Il existait certainement, mais il ne pouvait pas combattre. Le cheval de Camargue, c'est bien pour faire les troupeaux, mais pas du tout pour le combat. Le combat, c'est le destrier, qui était un cheval particulier élevé sur les hautes terres du Larzac. Et pour terminer, il ne faut pas oublier que cette expédition, cette escadre, ça a été un succès vraiment extraordinaire. Malheureusement, ce qui s'est passé, arrivé en Égypte, ils débarquent, effet de surprise, les musulmans abandonnent la Mansoura, Saint-Louis s'installe, etc. Et il dit, on va poursuivre jusqu'en Égypte. Et là, ils perdent leur chemin. Ils ne savaient pas trop par où passer. L'été arrive et les cavaliers, dégoulinants de transpiration, etc., ils se sont fait prendre à revers. Notamment un frère du Louis IX, Robert d'Artois. Il rentre avec... On lui a dit, surtout, ne pars pas à combattre, attends le gros de la troupe. Il n'a pas attendu, il est parti tout seul. Les portes de la ville étaient ouvertes, ils sont rentrés. Derrière, on a fermé et ils se sont fait massacrer tous. C'est de la connerie, quand même. Ben voilà, mais ça arrive aussi. Et alors, pour terminer, simplement dire que toute cette expédition de chevaux, de Gênes, ça a été quand même, ça a anticipé ce qu'on a fait ensuite, un siècle et demi plus tard, enfin 1400, je ne sais plus combien, c'est-à-dire envoyer le cheval au Nouveau Monde, hein, avec Christophe Colomb qui était originaire de Gênes. Donc ça a été quand même aussi, ça a anticipé, le cheval n'existait pas sur le continent américain.